Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Avec le temps, les traces de l'occupation se sont presque évanouies dans les rues de nos villes, comme le souvenir encombrant de ceux qui connaissaient le sort réservé aux Juifs raflés sur le territoire national entre 1941 et 1944. « 70 ans plus tard, des questions obsédantes tourmentent encore. Les Français savaient-ils ce que devenaient les Juifs raflés sous leurs yeux ? Pourquoi ceux qui appartenaient aux sphères bien informées, proches des Alliés, n'ont-ils apparemment rien pu faire, au point que tous les trains, sans exception, ont pu quitter la France et acheminer 76 000 Juifs, du nourrisson au centenaire, vers les camps de la mort ? La question de ce que l'on savait et de ce que l'on n'a éventuellement pas fait, qui est devenue une des grandes polémiques, est née au procès Eichmann, quand le procureur a lu des archives qui provenaient du responsable de l'agence juive qui a été le premier président de l'État d'Israël, Weizmann, et qui montraient que les alliés britanniques étaient informés et qu'ils n'ont pas agi en conséquence. La question « qui savait quoi » à propos de la Shoah n'a été formulée explicitement qu'assez tardivement. Tardivement, c'est-à-dire en particulier en 1967 avec un livre de l'Américain Arthur Morse intitulé « Pendant que 6 millions mouraient » « While 6 million died ». C'est le premier livre qui interpelle l'opinion publique américaine pour savoir pourquoi les États-Unis n'ont presque pas agi en faveur des Juifs d'Europe. Et à partir de là, on voit un flux de recherches. Alors, le grand historien américain Walter Laqueur, à la fin des années 1970, publie un livre intitulé « Le terrifiant secret », dans lequel il essaye, de manière systématique, c'est la première fois qu'une enquête globale est menée pour savoir qui savait quoi dans les différents pays en même temps, aussi bien d'ailleurs du côté de l'Axe et de ceux qui perpétraient le crime, que du côté des victimes du crime et des pays neutres, etc. Donc il y a une sorte de filiation qui va du procès Eichmann jusqu'au débat d'aujourd'hui, des débats qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Est-ce que l'on a su que les Juifs déportés étaient assassinés ? Quand l'a-t-on su ? Et pourquoi si peu a été fait par les gouvernements alliés et, en ce qui concerne la France, par la France libre ? Le 11 janvier 1942, sous l'impulsion du SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, les nazis engagent le processus de la solution finale dans une villa au sud du quartier de Wannsee à Berlin. Mais 3 ans plus tôt, les puissances occidentales auraient déjà pu prendre la mesure de la menace imminente qui pesait sur le peuple juif lors de la conférence organisée à Évian en juillet 1938. Une conférence un peu oubliée, où le monde était alors divisé entre ceux qui voulaient se débarrasser des Juifs et ceux qui ne voulaient pas les accueillir. The problem is to formulate a plan enabling 1 million political, racial and religious refugees to immigrate to other lands. The opening plea is for action, quick action to help all who suffer persecution in Europe today. La conférence d'Évian de juillet 1938 a été effectivement, lancée, cette idée, par le président américain Roosevelt pour essayer de résoudre le problème des réfugiés juifs, pour l'essentiel à cette période-là, qui affluaient surtout depuis l'Anschluss et il y avait des développements à attendre qui risquaient d'être encore plus volumineux à traiter, disons.
Quand Hitler, avant-guerre, dit je veux me débarrasser des Juifs, j'en veux plus chez moi. Bon, Judenfrei, quoi. Il veut plus de Juifs sur son territoire. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il veut l'extermination. Il dit j'en veux plus. Les pays européens, les États-Unis en premier chef aussi, avaient bien rendu clair qu'ils ne réformeraient pas leur législation. C'est heureux encore qu'ils n'aient pas accentué les barrages à l'entrée de leur territoire. Bon, alors après, on a des sociétés occidentales, ça rappellera quelques petites choses à ceux qui s'intéressent à l'histoire très contemporaine, qui se disent « Oh là là, mais attendez, si j'ai tous les Juifs qui commencent à arriver, des réfugiés, comment je vais gérer cette foule de réfugiés, c'est des millions de personnes ?» La grande responsabilité des Alliés, c'est de ne pas avoir ouvert plus largement les portes, donc à Évian avant ou après, bien qu'il y ait quand même beaucoup de réfugiés qui sont arrivés. Il y a 70 000 Juifs d'Allemagne qui sont arrivés en France. C'est vers à moitié vide, à moitié plein. Même chose en Grande-Bretagne. Donc la responsabilité, on dit voilà, vous auriez dû ouvrir les portes. Enfin, la réponse, c'est de dire là, on fait de l'anachronisme. On dit vous auriez pu sauver les Juifs, oui, mais en 1938, on ne les assassinait pas. On n'est pas dans une logique du Hitler va exterminer les Juifs. Hitler, là, offre une sorte de porte de sortie en disant « Ouais, moi, si vous voulez, vous me les prenez, mes Juifs. Comme ça, moi, la question est résolue. » Et les Alliés qui auraient dû se dire « Ah bah oui, venez, comme ça, on va vous sauver la vie. » On n'est vraiment pas dans cette logique-là. Hein. En juillet-août 1940, l'Office central de sécurité du Reich, qui centralise la politique anti-juive en Allemagne, imagine un gigantesque plan de transplantation de l'ensemble des Juifs d'Europe, c'est-à-dire à ce moment-là 5 millions, puisque l'URSS n'est pas comprise, vers la colonie française de Madagascar, hein, que les Allemands imaginent pouvoir récupérer à la faveur de la défaite française. Il y a eu des négociations après, dirigées par un comité international issu de la conférence d'Évian, qui cherchait à négocier avec le Reich la possibilité pour les Juifs allemands de sortir avec un pécule, avec un certain moyen financier. On n'a pas été si loin de trouver un accord, mais finalement cet accord n'a pas pu être trouvé. Ce qui est frappant, c'est que quand on lit en France notamment ce qui était publié dans l'avant-guerre, le problème juif occupait énormément de gens. Il occupait les conversations, que l'on relise la presse de l'époque. Le problème juif était lié à toutes les questions qu'on se posait, le problème des étrangers, le problème du chômage, le problème de la situation internationale. Il était là tout le temps. On en parlait beaucoup. L'assassinat du diplomate von Rath par le jeune Greenspan à Paris en novembre 1938 a servi de prétexte à la Nuit de Cristal, mais il est clair que ce n'est pas la raison principale de la Nuit de Cristal. Il y avait une montée graduelle de la politique anti-juive en Allemagne, qui était faite d'ailleurs de manière très méthodique et très presque scientifique, et ça a été donc l'occasion de passer à un stade supérieur de l'exclusion des Juifs de la société allemande. L'idée était en fait de créer une panique chez les Juifs allemands pour qu'ils partent, pour qu'ils cherchent à émigrer le plus vite possible. Avant 1942, on voit que les Juifs sont persécutés. La chose est visible. Il y a les affichettes sur les commerces juifs. On sait qu'un certain nombre de professions, notamment les professions de fonctionnaires ou les professions dans les médias, sont interdites aux Juifs. On sait aussi que leurs biens sont, entre guillemets, arianisés. Donc la persécution n'est pas un secret. On n'a pas vu que la fracture passait aussi à l'intérieur de la communauté juive entre ceux qui venaient de l'Est dans les années 20-30 et surtout dans les années 30 qui fuyaient les régimes autoritaires ou les régimes totalitaires et les persécutions antisémites comme la répression politique, et puis les Israélites français, ou plutôt les Français israélites, puisqu'ils s'affichaient d'abord comme Français avant de s'afficher comme Juifs.
d'ailleurs en prenant bien le soin de s'appeler israélite et non pas juif. Mes parents venaient de Pologne. Mon père est arrivé en France en janvier 1923 et ma mère au printemps 1924. Dès l'arrivée des Allemands le 14 juin 1940 à Paris, mes parents étaient beaucoup plus inquiets que les autres citoyens de ce pays parce qu'ils avaient l'expérience et la mémoire des pogroms dans la Pologne russe. Et ça n'annonçait rien de bon. D'ailleurs, très vite, dès l'été 1940, il y a eu les premières lois xénophobes. Le 4 octobre 1940, donc le lendemain de la décision du statut juif du 3 octobre. Le 4 octobre, il y a une loi qui est promulguée par Vichy, enfin elle sera promulguée le 18, qui permet l'internement des juifs étrangers uniquement parce qu'ils sont juifs et étrangers. Le 3 octobre 1940, eh bien, on était déjà pratiquement au cœur de la tourmente avant qu'il y ait la moindre arrestation, parce qu'on savait déjà qu'avec les interdits professionnels et l'obligation de se déclarer dans les commissariats de police, on mettait le doigt dans quelque chose de difficile. En 1940, au moment où est promulgué le statut des Juifs, Heilbronner est alors vice-président du consistoire. Il écrit à Pétain. Et donc il propose à Pétain un statut qui serait un statut de l'étranger à la place du statut des Juifs, où l'exclusion sociale, l'exclusion politique vise les étrangers, y compris les Juifs, alors que Pétain visait les Juifs. Ils ont le sentiment, les Juifs français de souche depuis plusieurs générations, qu'ils vont être épargnés ou traités à part, ou qu'on ne leur déniera pas leur caractère de français. En principe, les Juifs français n'étaient pas arrêtables en fonction d'accords passés entre la Gestapo et le gouvernement français. Ils n'étaient pas arrêtables sauf s'ils commettaient des infractions. Avant la rafle, du 16 juillet 1942, il y a eu l'arrestation de 4000 juifs parisiens le 14 mai 1941, où deux de mes oncles ont été arrêtés par la police française et conduits par les gendarmes au camp de Pithiviers. Donc, depuis le printemps 1941, on savait que la menace était là, quoi. À partir du 22 juin 1941, l'ennemi absolu, c'est le bolchevique. Parce que l'Allemagne a décidé de rompre avec le pacte germano-soviétique et d'attaquer l'Union soviétique. Ensuite, il y a eu le 20 et le 21 août 1941 encore, une arrestation, là c'était une rafle en vraie grandeur dans tout un arrondissement de Paris, où la police avait cerné le 11e arrondissement, c'est-à-dire que d'un côté du faubourg Saint-Antoine on arrêtait, de l'autre côté on n'arrêtait pas. C'était très pointu. Et c'est à cette occasion qu'a été ouvert le camp de Drancy, donc le 20 août 1941. Donc on savait depuis le printemps 1941 qu'il y avait une menace, que ça pouvait que s'aggraver. Et puis à partir de là, il ne s'est pas passé de semaines sans qu'on ait une information bidon. Il y a une rafle la semaine prochaine, dans 15 jours. Demain, c'était par rapport au téléphone arabe, ce qu'on pourrait appeler Radio des Rosiers. Dans les communautés juives de la capitale, en 1941, on dit « Drancy, c'est pire que Dachau, parce que là, on veut exterminer les juifs par la faim ». Et en même temps, c'est faux.
C'est pas un plan d'extermination allemand par la fin, mais en même temps, c'est comme une prescience de l'extermination qui va démarrer l'année suivante. Vous savez pourquoi on embarquait les Juifs ici? C'est parce que la topographie du terrain empêchait quiconque de voir. Ici, là-bas, il y avait un mur tout le long, mais c'est un grillage maintenant, mais avant c'était un mur tout le long. Et de l'autre côté, c'était encaissé. C'est-à-dire qu'on pouvait voir certaines choses que de la rue, mais comme la courbe empêchait de là-haut de voir, et c'est pour ces raisons-là qu'on les a embarqués ici, parce qu'au Bourget, il y avait trop de monde qui les voyait. J'habitais dans cette gare et nous habitions au deuxième étage. Et de la fenêtre, on a vu un matin, parce que ça se passait le matin très tôt, et on a vu arriver des autobus plein de Juifs. Bon, on savait que c'était des êtres humains, mais c'est après qu'on apprenait que c'était les Juifs. Et le premier qu'on voit, c'était comme ça. C'était la nuit. Donc tout était fait pour que ça ne se voit pas. Il n'y avait pas d'éclairage à l'intérieur des autobus. À l'extrême limite, personne ne savait qu'ils venaient ici. Je pense que c'est ça qui a fait que l'information n'a pas été... personne ne savait. Le contact ou la discussion sur ce problème-là, ça n'intéressait personne. Les gens n'étaient pas informés. On n'a jamais vu personne venir voir où étaient les autobus, où personne ne renseignait la population, comme quoi il y avait encore un convoi de Juifs qui arrivait. Mais il n'y avait pas de relation ni avec la mairie, ni avec qui que ce soit, ni avec aucun mouvement. Je pense qu'un certain nombre de personnes savaient ou devaient savoir. La rumeur qui était constante, elle ne concernait que les milieux juifs. Il n'y avait pas de rumeur de ce genre, il n'y avait pas de rumeur parmi les bons Français en disant « attention, il y a une rafle demain ». Il y a sur ce sujet, sur cette période, un certain nombre de comportements de personnes qui sont sympathiques, gentilles, mais qui veulent à tout prix faire savoir qu'on ne savait pas. Eh bien, ça correspond au comportement du grand rabbin de Berlin, qui disait « je n'ai pas dit ce que je savais parce que je ne voulais pas semer le trouble. Il fallait que tout se passe dans l'ordre. » On a notamment des victimes, les rares victimes qui ont échappé à la mort et qui ont été arrêtées par certains policiers et qui disent bien que les policiers leur disaient « Ah ben, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous ne vivrez pas longtemps là-bas. » Beaucoup de policiers, et d'ailleurs à la Libération quand on les interroge, les magistrats, la commission d'épuration de la préfecture de police de Paris ne cessent de leur dire « Vous saviez ». On leur montre même des photos de la libération des camps aux policiers du service Sadowski, aux policiers du service juif de la police judiciaire, aux policiers du commissariat de questions juives. On leur dit « Mais regardez !» Donc, et là, ils répondent « Mais non, on ne savait pas, et des excuses qui sont de toute évidence, qui sont des mensonges. Il y a un cas unique parmi tous ces policiers, c'est le chef du rayon juif DRG. Charles Sadowski, avant-guerre, aux renseignements généraux, s'est occupé de la surveillance des milieux politiques allemands et polonais. Et pour une affaire d'espionnage qui remonte aux années 30, il va être arrêté par la Gestapo en mars 1942 et envoyé à Berlin, dans un service de contre-espionnage de la Gestapo. Et au fur et à mesure qu'il est interrogé, les policiers de la Gestapo se rendent compte qu'ils ont affaire à un collabo, quelqu'un qui est
qui est un sympathisant de leur politique. Et donc, mis en confiance, il va peu à peu avoir droit à un certain traitement de faveur. On lui fait même presque un circuit touristique dans Berlin. Et dans ce circuit touristique de propagande qu'on lui offre, il y a la visite du quartier juif de Berlin, parce que à Berlin, en mars 1942, il y a encore 60 000 juifs. Sadowski demande « Mais ces juifs, vous allez en faire quoi ?» Et là, l'un des sous-officiers de la Gestapo qui fait la visite avec lui dit « Le but d'Hitler, c'est l'extermination à jamais de la race juive. » Sadowski, lorsqu'il rentre à Paris, retranscrit cette information dans le rapport qu'il est amené à rédiger, et il mentionne sur 1 page et demie cette discussion. Donc on a bien là un cas unique, presque extraordinaire, puisque c'est une mise en confrontation d'un policier de Paris qui se retrouve à Berlin et qui est, par des policiers de la Gestapo, mis au courant précisément de la politique nazie et de sa finalité, l'extermination à jamais de la race juive. Lorsqu'il est rentré de Berlin, on sait que Sadowski a été d'une violence particulière, qu'il était particulièrement investi dans la traque des Juifs, dont il savait forcément que ces personnes allaient à la mort. Sur les 1200 arrestations opérées par le service, le rayon juif, il en a directement lui-même 500. Monseigneur Suard, qui occupe maintenant à la tête du diocèse de Paris la place laissée vacante par la mort du cardinal Verdier, est reçu au Quai d'Orsay par M. Paul Reynaud. Ce que l'Église sait, elle commence à en avoir une idée au moment où ça va le plus mal, c'est-à-dire au moment où on interne de plus en plus de Juifs autour de la capitale entre août 1941 et décembre 1941. Les informations qu'elle les reçoit soit de la police française, soit de l'occupant nazi, en zone occupée. L'Église est là, au cœur de cette histoire-là, parce qu'il y a non seulement, si vous voulez, des rafles, mais il y a aussi, en répression, des otages fusillés. C'est-à-dire que pour un attentat commis contre un officier allemand, il y a comme une sorte de surenchère, si vous voulez, des fusillades. Au début, on exige 10 hommes de fusillés, puis après 50, etc. Et c'est à ce moment-là que le cardinal Suard, lui, est mêlé à l'affaire, l'archevêque de Paris, parce qu'il tente d'empêcher cette surenchère des représailles. Il va trouver un espion qu'il a l'habitude de rencontrer, Kurt Reichel. Il essaie d'obtenir, en fait, leur élargissement. Et il entend de cet espion la phrase suivante « Les Juifs n'ont qu'un droit, c'est de mourir ». Là, il intervient et il fait même envoyer un télégramme à Hitler en personne. Fin décembre 1941, le cardinal Suard rencontre le grand rabbin Julien Weil et ses assesseurs. Et l'un comme l'autre prennent la décision de ne pas protester publiquement. Or, en zone libre, cardinal Gerlier, le consistoire central israélite, avait demandé une protestation du cardinal Suard contre les persécutions que les Juifs subissaient. Notamment une protestation concernant les synagogues détruites. Il y a eu plusieurs synagogues détruites à l'automne 1941 dans la capitale et puis aussi en zone libre. Le consistoire central israélite de province attendait vraiment une protestation de l'Église de France par rapport à la destruction de ces lieux de culte. L'idée d'extermination, qui était peut-être sous-jacente inconsciemment dans ces projets, n'est vraiment adoptée que dans une période sur laquelle les historiens discutent beaucoup, disons, vers l'automne 1941. À partir de l'été 1941, comme on le sait, sur les territoires soviétiques se met en place une politique de mise à mort des Juifs soviétiques. Puis les femmes
Et les enfants sont intégrés au meurtre à partir de août-septembre 1941. Puis à partir d'octobre 1941, des communautés entières sont assassinées comme à Kiev, avec le massacre bien connu de Babi Yar. Mais tout le monde le sait en Allemagne. Il y a des mémoires qui ont été très lues d'un responsable juridique qui était Justizrat au sein du état-major militaire allemand à Paris, l'hôtel Majestic, qui s'appelle Walter Bagarski. Cet homme, en 87, publie ses mémoires, et ça crée un petit choc dans le milieu des historiens. Il dit « Nous, dans les couloirs feutrés, nous, officiers de vieille garde, on n'est pas des nazis, c'est pas des SS, nous savions le sort des Juifs à l'Est dès novembre 1941. Comment le savait-il ? Parce qu'il y a eu des circulations d'officiers entre l'Est et l'Ouest, simplement ils étaient mutés à différents endroits, et il y a eu un officier muté à Paris qui venait d'Ukraine et qui avait assisté, lui-même témoin oculaire, au massacre de Babi Yar. Donc 33 000 Juifs tués à Kiev. On n'imaginait pas, et c'est une chose qu'on ne peut pas se représenter aujourd'hui, on n'imaginait pas que des Juifs de France puissent avoir le même sort que des Juifs de Pologne, d'Ukraine ou de Biélorussie. Parce qu'on savait que les Allemands considéraient les Juifs d'Europe centrale et d'Europe orientale comme des sous-hommes, mais les Juifs venant de France, on s'imaginait que c'était autre chose. Étonnante illusion, difficile à se représenter aujourd'hui. Les Juifs de France, c'était, pour la France métropolitaine, 320 000 personnes, dont la moitié français et la moitié étrangers. Bon, et encore, parmi les Français, il y en avait une part qui était naturalisée. Bon. Et donc, ils avaient des expériences complètement différentes et aussi des tensions. Il existait des tensions entre ces groupes, parce que l'arrivée des Juifs étrangers dans les années 30 a été assez mal acceptée par une bonne partie des Israélites français qui s'affichaient comme Israélites français, ou plutôt comme Français israélites, parce que leur idée, c'était d'abord qu'ils étaient français, avec une identité juive, bien entendu, mais qui était accolée à l'identité française. Il faut bien voir que cette population juive immigrée qui habitait dans les quartiers populaires à Paris, Belleville ou le 18e arrondissement était une population qui vivait aux franges de la misère, alors qu'il y avait une bourgeoisie moyenne et même une grande bourgeoisie israélite qui habitait, comme aurait dit Aragon, les beaux quartiers. Donc ce sont des personnes qui sont socialement aux antipodes. Née dans une famille israélite de vieille souche française, Hélène Baird écrira de 1942 à 1944 un journal qui témoigne aujourd'hui d'un sens aigu des ambiguïtés de l'époque et du drame qui se déroulait. Ne pouvant passer l'agrégation d'anglais à cause des lois antisémites de Vichy, Hélène Baird se présentera en juillet 1942 rue de Téhéran, au siège de l'Union générale des Israélites de France, où elle fut recrutée comme assistante sociale bénévole. Elle écrira à ce propos dans son journal « La première fois que j'étais allée rue de Téhéran, au moment de l'arrestation de papa, je me souviens de l'impression horrible que j'avais eue. Voir des hommes réunis dans un bureau, quand la matière sur laquelle ils travaillaient était la souffrance infligée volontairement, rationnellement par des Allemands à d'autres hommes. Pourquoi y suis-je entré ? Pour pouvoir faire quelque chose, pour être tout près du malheur ? Et au service des internés, nous faisions ce que nous pouvions. Ceux qui nous connaissaient bien comprenaient et nous jugeaient avec justice. » L'UGIF a été créé par un décret français sur une initiative allemande et de toute évidence pour faciliter l'application à la population juive de la politique antisémite. On sait aussi qu'ils ont servi aux Allemands à camoufler la réalité des déportations. Et l'une des modalités de ce camouflage, c'était de donner un statut privilégié aux fonctionnaires de l'UGIF, aux gens qui travaillaient, qui étaient souvent des assistants et des assistantes sociaux, hein, c'était travail social, et qui étaient provisoirement exemptés de la déportation. Donc le cadre de l'UGIF prévenait votre arrestation et votre déportation.
Le personnel de l'UGIF en zone nord est détenteur à partir du mois de juillet 1942 de ce qu'on appelle la carte de légitimation qui protège l'employé, ses parents ou enfants à condition de résider sous le même toit. Et on promet aux détenteurs de la carte qu'ils échapperont aux rafles. La carte a été une protection provisoire. Mais c'est vrai que l'UGIF a servi un peu aux Allemands à apaiser la population juive. Le jour de son inscription à l'UGIF, Ellenberg écrivait « Nous sommes munis d'un certificat assez déplaisant. Nicole ne cesse de rager, disant que c'est une concession faite aux Allemands. Je considère cela comme le prix à payer pour rester ici. C'est un sacrifice car je déteste tous ces mouvements plus ou moins sionistes qui font le jeu des Allemands sans s'en douter. » Mais un an plus tard, après la succession dramatique des déportations, elle reviendra sur ses écrits. Quand ceux du dehors, qui pensaient que nous étions mis là pour être protégés par cette fameuse carte de légitimation, si j'avais pu considérer la chose sous cet angle, j'aurais refusé d'y entrer. J'ai presque l'impression que pour le consistoire et pour l'UGIF, on a l'idée que le sort des juifs polonais sera de toute manière différent de celui des juifs français. Il faut quand même ne pas oublier que parmi ceux qui ont été déportés, effectivement, si on reprend les chiffres de Klarsfeld, d'environ 76 000, sur les 76 000, alors qu'il y avait la moitié en France d'étrangers et la moitié d'Israélites français, il y avait 2 tiers d'étrangers parmi les déportés. Et encore, il faudrait rajouter que dans le tiers restant, il y avait des naturalisés ou des enfants de naturalisés. Et donc, on va dire que les juifs de souche, entre guillemets, représentaient une petite partie de ceux qui ont été déportés. On est réveillé, il devait être 5 heures du matin, par des coups sourds frappés dans la porte. C'est le classique, hein, ouvrez police. Et l'un des 2 policiers avait été notre voisin de palier. Donc cet homme-là nous connaissait bien, il aurait pu ou nous prévenir dans la nuit ou nous dire tirez-vous. Ce qui n'a pas été le cas. Cela dit, je ne sais pas, on aurait été à l'époque. Et bon, il a été, strictement ignoble. Sans plus, c'est grouillez-vous, 5 minutes pour vous préparer, pas de questions, pas de réponses. Et ils étaient toujours par 2, hein. C'est le principe de la police française. Il faut toujours un témoin pour savoir ce que fait l'autre. Et malgré l'heure assez matinale, il devait être 5h30, 6h moins le quart du matin, il y avait déjà des gens aux fenêtres, parce que d'autres étaient arrivés avant nous. Et le déploiement des forces de police n'était pas passé inaperçu. Et on était entassés au rez-de-chaussée de ce pavillon, environ 120 ou 130 personnes, pendant toute la journée du 16 juillet 1942. Jusqu'à ce qu'un ordre arrive du commissariat, je ne sais pas pour quelle raison, disant que les enfants français de 14 à 16 ans pouvaient être libérés. Et on a été seuls à sortir, ma sœur et moi, parce que les autres parents n'ont pas voulu se séparer de leur môme. Et c'est d'ici que sont partis les bus, l'un pour Drancy et l'autre pour le Veldiv. Quand, après la rafle, quand on a été relâché, je courais plus vite que ma sœur, je suis arrivé ici. J'ai foncé dans l'escalier, gravé les 3 étages, et j'ai trouvé la concierge qui habitait là-bas, en train de fouiller dans les armoires pour trouver je ne sais quel trésor. Il n'y avait malheureusement rien à piller. Et cette brave concierge, maintenant il y a prescription, on peut dire son nom, Madame Mouchelet, elle m'en a voulu pendant des années de l'avoir surprise en train de commencer à piller l'appartement. Quand on regarde l'histoire du camp de Drancy, la période juillet-août 1942 est marquée par une véritable épidémie de suicide, quasi quotidien, par défenestration. On se jette du 4e étage de la cité de la Mette, on s'écrase sur la marquise.
C'est parce que ces internés juifs étrangers, majoritairement, ont conscience de ce qui les attend, d'un sort irrémédiable. Mais la réalité du camp de Drancy dans l'été 42, c'est une réalité de brutalité, d'horreur, de gendarmes français qui violent les femmes internées, d'enfants séparés de leurs parents qui sont déportés à part. L'émotion populaire qui a été suscitée par les rafles de l'été 42 est vite retombée. Il est vrai que les gens avaient des préoccupations qui faisaient que s'intéresser à l'autre dans des circonstances où chaque journée c'est presque un combat pour se nourrir, qu'il y a plusieurs centaines de milliers de prisonniers de guerre et donc leurs épouses doivent essayer de trouver du supplément pour leur envoyer, que se vêtir est difficile, que les conditions de vie sont extrêmement dures, la capacité à s'intéresser à autrui, elle baisse. Pour savoir, il faut s'intéresser, il faut essayer de comprendre. Quand on regarde l'actualité, on s'aperçoit de toutes les questions sur lesquelles on est ignorant, tout simplement parce qu'on ne s'y intéresse pas. Donc je ne crois pas que l'intérêt qui a été porté à ces questions était d'une profondeur telle que les gens, en dehors de ceux qui étaient concernés, fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir toutes les informations possibles et surtout pour leur donner du sens. Je me souviens à Lyon, je crois que c'est fin août, il y a eu la police française et je sais pas, enfin des Allemands et tout, enfin bref, il y a eu une grande rafle de Juifs à Lyon, dans le quartier où habitait Moulin. Et ni lui ni moi, nous nous sommes aperçus de rien. Ça m'a épouvanté de voir qu'il y a des événements monstrueux. Donc, il y a eu quand même 6 millions de Juifs qui ont été exterminés. C'est quand même quelque chose de fou d'exterminer une population entière et que personne ne le sait. Parce que c'est quand même ça la vérité. C'est que ça s'est passé dans l'ignorance des Français. La radiodiffusion nationale vous parle. Moi, mon interprétation, c'est que cette sensibilité au sort des Juifs de France qui sont déportés s'accompagne d'une forme de banalisation. Et ça donne une clé pour comprendre le qui savait quoi dans la société française. Parce que, à partir du moment où ces mesures de rafle et de déportation sont promulguées, les Français vont appréhender cette politique comme une des formes de l'occupation et de la répression et des persécutions par l'occupant, avec le relais de Vichy, mais fondamentalement par l'occupant. On avait ignoré les rafles du Veldiv à Londres. On ne les avait pas connus. C'est seulement donc 6 semaines après que l'on a reçu, au début d'août, des télégrammes annonçant que Laval avait fait un accord avec les Allemands pour leur livrer 10 000 Juifs étrangers de la zone non occupée, qui donc seraient livrés par la police française aux Allemands. Et alors là, la réaction de stupeur et d'indignation a été très profonde. Les Français parlent aux Français. Le fait est que, pendant tout l'été 1942, les émissions se sont succédées jour après jour. Toutes les vedettes de la France libre sont venues parler, dénoncer Schumann, Cassin, Philippe, Boris, Hauck. On a fait appel à Maritain pour venir également. Et Maritain a fait un appel superbe, Juifs mes frères.
Et en septembre 1942, l'émotion a été telle que Cassin a présenté une note au général de Gaulle lui disant que les Juifs français étaient menacés d'extermination et qu'il fallait une action interalliée pour s'y opposer. Or, le fait est que tout cela n'a pas eu de suite. Rassembler l'Empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but et notre seule ambition. Le général de Gaulle, à aucun moment, dans aucun de ses discours, il n'a évoqué la persécution des Juifs. Même dans des discours où sur... alors je les ai lus, je ne les ai pas écoutés, ces discours, donc sur plus d'une demi-page, il y a l'énumération de toutes les catégories de Français qui souffrent sous le joug de l'occupation. Les Juifs n'y apparaissent pas. Tout le monde y est. Toutes les catégories possibles et imaginables. Les Juifs n'y sont pas. Il est certain que dans la première phase de la France libre, dans la première année en particulier, un bon nombre des cadres de la France libre qui provenaient de milieux de la droite française, en particulier des milieux Croix de Feu et d'Action française, étaient notoirement antisémites. Un des membres les plus éminents de la France libre militaire, le général de Larminat, mangeait du juif à tous les repas. Et si l'on considère d'une part cette attitude d'un certain nombre des cadres et d'autre part le fait que la propagande de Radio Paris, de Gringoire, de toute la propagande allemande dans cette phase visait à dénoncer les Français libres comme un ramassis de juifs, tout cela explique la prudence de la propagande française libre dans cette phase. Il y avait derrière, en ce qui concerne une force politique, la France libre c'était une force politique, des calculs politiques. Il n'y a rien de plus normal. Il n'y a rien de plus normal. Et donc, mais c'est difficile pour un témoin aujourd'hui de l'accepter, que des calculs politiques aient pu s'interposer entre une dénonciation de type moral et un fait aussi horrible sur le plan moral que l'extermination de tout un peuple. Moi, je conteste tout à fait l'affirmation de René Poznanski selon laquelle il y aurait eu un impératif de discrétion sur la question juive. Il y a eu prudence, sans aucun doute, dans la première phase, les 18 premiers mois, parce que la propagande de Radio Vichy, de Radio Paris surtout, et toute la propagande allemande, dénonçait De Gaulle comme le fourrier des Juifs, mais ça n'a plus été le cas ensuite. Le 4 août 1942, le comité de propagande de la France libre, de la France combattante, se réunit pour décider des thèmes et de la façon dont cette propagande va être menée. Et Jacques Soustelle, qui était le commissaire à la propagande, a cette phrase qu'on pourrait juger aujourd'hui un peu malheureuse: « Les Juifs ne nous intéressent pas en tant que tels ». Alors c'est la phrase qui apparaît sur le protocole dactylographié, sur les notes prises pour écrire ce fameux protocole, le rédiger. On voit les Juifs, on s'en fout, Juifs égale ouvrier. Ça signifie une chose extrêmement claire. Ça signifie les Français ne s'intéressent pas franchement au sort des Juifs. Si on parle du martyre subi par les Juifs, notre propagande n'aura aucun impact. Ce qu'il faut faire, c'est montrer que les Juifs sont les premiers et qu'ensuite les ouvriers seront les prochaines victimes. Et ça a été effectivement le ton de toutes les émissions de Radio Londres. Ça a été le thème principal.
Dans la France libre, il y avait des gens qui venaient de droite et qui étaient nationalistes et ils se sont opposés aux Allemands. Puis il y avait des gens, des Juifs qui étaient aussi assez nombreux autour de De Gaulle. Il y avait la conjonction de ces deux. Mais même les Juifs se sont montrés discrets dans la mesure où le mot d'ordre était aussi pour De Gaulle de ne pas justifier la propagande allemande. Moi, j'ai en tête cette phrase extraordinaire de Raymond Aron, qui était réfugié à Londres, qui faisait d'ailleurs partie de cette résistance londonienne anti-gaulliste, ou non-gaulliste, on va dire. Bon. Et Raymond Aron a écrit une phrase terrible. Je savais. Bon, à partir d'un certain moment, il savait, il avait les informations, bien sûr, qui revenaient jusqu'à Londres. Je savais, mais je ne pouvais pas le croire. Et comme je ne pouvais pas le croire, je ne savais pas. Raymond Aron s'en est expliqué lui-même dans ses mémoires. Il a parlé d'une convention du silence qui existait à Londres. À Londres, il était plus ou moins convenu de ne pas trop parler de ce qui arrivait aux Juifs. On n'en parlait pas à Londres. Quand vous regardez les articles de Raymond Aron qu'il écrivait dans La France libre, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 articles. Non, mais il a écrit pendant 4 ans, tous les mois. Et je crois qu'il y a seulement 2 ou 3 articles sur les Juifs. Le général de Gaulle n'a pas lancé un appel du genre policiers français, si vous arrêtez les Juifs, vous serez arrêtés vous-même à la fin de la guerre. Il n'y a pas eu le moindre appel de cet ordre-là. Et pourtant, ça aurait été efficace, certainement. On peut regretter tout d'abord que De Gaulle n'ait pas fait une grande émission pour mettre en garde les Juifs de France et recommander aux Français de leur porter aide. Je crois que c'est un peu anachronique de le regretter, car De Gaulle, à ce moment-là, était à Alger, coupé d'informations et assailli de 1000 préoccupations pour recréer un État français, une armée française. Ce qui est vrai, d'autre part, c'est que un certain nombre de résistants, y compris des Juifs résistants d'Alger, ne souhaitait probablement pas tellement qu'on mette trop l'accent sur, entre guillemets, le problème juif, redoutant d'alimenter un antisémitisme qu'il considérait comme largement répandu dans la population française. Et plusieurs messages étaient arrivés de France, l'un du mouvement Combat, l'autre du mouvement de résistance des prisonniers et des déportés que dirigeait Mitterrand, disant il ne faut absolument pas que le général de Gaulle soit celui qui ramènera les Juifs en France. Fin novembre, on ne parlait plus des Juifs, c'était le débarquement, on ne parlait que de ça. Mais les Juifs, c'était fini, c'était fini. Vous savez, quand je suis rentré en Angleterre, personne ne m'a parlé du problème des Juifs, les Anglais. Et pourtant, c'est dans ce climat d'indifférence aujourd'hui surprenant que l'ambassadeur de Pologne à Londres lança un appel radiophonique sans ambiguïté sur l'extermination massive des Juifs en cours dans son pays, occupé par les nazis. Extermination of Jews is a definite policy of Germany being carried out now. According to official reports in the hands of my government, more than 1/3 of the Polish Jews, out of a total of 3,130,000, have already been exterminated, and also hundreds of thousands of Jews who have been transplanted to Poland from other countries. Imagine entire population of large cities all taken out and shot, exterminated in cold blood. That will give you the idea of what is happening to the Jews in Poland. Le basculement définitif, à mon sens, intervient entre avril 1942 et juin 1942. C'est un basculement à la faveur duquel toute idée de transplantation à l'Est, d'utilisation des Juifs comme main-d'œuvre forcée est abandonnée. Les Juifs doivent mourir, et mourir à une échéance extrêmement brève, selon moi,
une année. En changeant de projet, c'est-à-dire en abandonnant le projet de transplantation pour passer au projet de meurtre, concernant l'information, il n'y avait absolument rien à faire. C'est-à-dire, il suffisait de dire « nous continuons la même chose ». Bon, c'est la version, d'ailleurs, qui a été donnée dans les directives données par Vichy aux gendarmes quand ils arrêtaient les Juifs, de leur dire qu'ils vont dans une réserve juive au centre de l'Europe et de rassurer les gens sur la destination. On connaît également la rencontre du 9 septembre 1942 entre Pierre Laval et le pasteur Beugnier, qui dirige les églises protestantes de France. Et Beugnier écrit après-guerre au sujet de cette rencontre du 9 septembre 1942. Je lui parlais massacre, il me parlait jardinage. C'est-à-dire qu'à l'époque, Vichy tente d'accréditer la version allemande d'une déportation de travail. On déporterait les Juifs dans des espèces de fermes de Pologne du Sud où ils créeraient une sorte de nouvel État juif. Donc en même temps, c'est une fable qui ne tient pas. Il n'y a pas de doute en ce qui concerne les dirigeants de Vichy. D'ailleurs, ils n'ont jamais demandé, alors que quand même des milliers de Français ont été déportés, ne prenons que les Français, prenons pas les réfugiés, les immigrés, etc. Des milliers, ils n'ont jamais demandé que sont-ils devenus. Il n'y a pas la moindre demande aux Allemands, que sont-ils devenus. Le 17 août 1942, le grand rabbin Kaplan et le cardinal Gerlier, et je pense également le pasteur Bugner, s'acheminent vers la certitude que les Juifs qui partent sont destinés à la mort. Monseigneur Valerio Valéry, à ce moment-là, intervient auprès du gouvernement de Vichy à titre officieux pour demander à Laval d'arrêter de déporter ces Juifs. C'est sa première démarche. Ensuite, il réunit les évêques de zone libre et les incite à protester publiquement en chair, car il estime que la protestation de Monseigneur Sueur n'est pas assez énergique. Troisième étape de son action pendant l'été 42, il se rend à Rome, il fait l'aller-retour rapidement pour prendre directement les consignes à la source auprès du Saint-Siège, afin de doubler Léon Bérard, afin que Léon Bérard n'envoie pas justement un rapport en disant « Oh, le Vatican est d'accord, tout va bien, on est d'accord avec la déportation des Juifs ». Monseigneur Valerio Valéry revient donc à Vichy, proteste une deuxième fois auprès de Laval. Et là, cette protestation du nonce auprès de Laval, on en a des preuves formelles dans les documents du Congrès juif mondial, qui parle à plusieurs reprises de cette protestation du nonce, et également des protestations des évêques en chair, des protestations publiques. Dès le 25 août 1942, en ce qui concerne les Juifs, le consistoire central a publié une lettre que je peux vous lire, mais qui est absolument, je l'ai préparée d'ailleurs tout à fait pour cela, mais qui est tout à fait précise. Voilà. Le consistoire central ne peut avoir aucun doute sur le sort final qui attend les déportés après qu'ils auront subi un affreux martyre. Le chancelier du Reich n'a-t-il pas déclaré dans son message du 24 février 1942 « Ma prophétie suivant laquelle au cours de cette guerre, ce ne sera pas l'humanité aryenne qui sera anéantie, mais les Juifs qui seront exterminés s'accomplira. Quoi que nous apporte la bataille et quelle qu'en soit la durée, tel sera son résultat final. Ce programme d'extermination a été méthodiquement appliqué en Allemagne et dans les pays occupés par elle, puisqu'il a été établi par des informations précises et concordantes que plusieurs centaines de milliers d'Israélites ont été massacrés en Europe orientale, où ils sont morts après d'atroces souffrances
à la suite des mauvais traitements subis. Enfin, le fait que les personnes livrées par le gouvernement français ont été rassemblées sans aucune discrimination quant à leurs aptitudes, puisque parmi elles figurent des malades, des vieillards, des femmes enceintes, des enfants, confirme que ce n'est pas en vue d'utiliser les déportés comme main-d'œuvre que le gouvernement allemand les réclame, mais dans l'intention bien arrêtée de les exterminer impitoyablement et méthodiquement. Ça, c'est le 25 août 1942, et c'est une lettre qui est portée le jour même à Laval, à Pétain et à un certain nombre de hauts responsables de Vichy. Donc Vichy est au courant, et Vichy est d'autant plus au courant que déjà 3000 Juifs sont morts dans les camps d'internement en France libre, c'est-à-dire la zone libre, les camps comme Gurs, comme Rivesaltes, comme Nexon. 3000 Juifs sont morts. Au mois de juillet 1942, l'industriel allemand Eduard Schulte, qui a affaire à l'état-major de la Wehrmacht pour ses affaires, a appris de manière secrète qu'il existait un plan nazi pour détruire tous les Juifs d'Europe. Jusque-là, les Alliés savaient qu'il y avait des massacres de Juifs sur le front de l'Est, mais ils ne savaient pas encore que ça s'inscrivait dans un plan d'ensemble pour détruire tous les Juifs, c'est-à-dire ceux de tout le continent. Et cet industriel allemand, Eduard Schulte, a un cas de conscience. Il profite d'un voyage d'affaires en Suisse pour raconter à Gerhard Riegner, jeune dirigeant du Congrès juif mondial résident en Suisse, c'est qu'il y a un massacre des Juifs dans toute l'Europe qui est en cours. Lorsque Gerhard Riegner veut transmettre cette information aux dirigeants du Congrès juif mondial à Washington et à Londres, il est obligé de passer par l'ambassade américaine et l'ambassade britannique à Berne, en Suisse. Or, ces deux ambassades mettent 1 mois à autoriser la transmission du télégramme. Lorsque ce télégramme arrive fin août 1942 à Washington et à Londres, les gouvernements alliés mettent 3 mois à autoriser la publication dans les journaux de cette information. Et donc fin novembre 1942, l'existence d'un plan d'ensemble pour détruire tous les Juifs d'Europe est rendue publique dans les grands journaux du monde libre. Malheureusement, ça n'a pas un effet très important, c'est publié de manière relativement discrète. La seule conséquence concrète donc de cette publication, c'est que les puissances alliées, en décembre 1942, publient une mise en garde solennelle aux criminels nazis en leur annonçant qu'ils seront châtiés à la fin de la guerre. Et donc on espère par une telle déclaration dissuader un tant soit peu les criminels d'aller plus loin. Cette connaissance diffuse, comme ça morcelée, éparpillée, fait mention de fusillades, fait mention de camions à gaz, fait mention de noyades. On voit quand même un caractère systématique, on voit quand même émerger cette conscience pas bien structurée que les déportations c'est la mort, que les Juifs ne reviennent pas, ils ne reviendront pas. Ça dépend de chacun, bien entendu, mais les gens étaient quand même conscients dans cette situation affreuse qu'ils n'avaient pas beaucoup d'espoir. On voit dans les lettres de départ, même s'ils tentent de rassurer leurs proches, eh bien, si nous ne nous revoyons pas, sache que, etc., etc. Non, il y a véritablement la conscience qu'ils sont dans un étau terrible, quoi. Il y a un certain nombre de témoignages qui sont souvent contradictoires, puisque dans certains cas, les gens déportés, à l'arrivée, on leur faisait écrire une lettre pour dire on est bien arrivé, on est bien traité, etc. Il y a un certain nombre de documents qui ne prouvent peut-être rien, mais qui démontrent l'inquiétude. Il y a entre autres le cardinal Lustiger, qui n'est pas de ma paroisse. Il cite dans un livre de mémoire une lettre de sa mère en disant « Attention, gardez-vous bien de Drancy, c'est l'horreur ». Il affirme qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Les circonstances exactes de la mise à mort à l'Est ne sont pas connues. En revanche, il y a des rumeurs. Donc les mines de sel, rumeur aussi qu'on dit qu'avec les enfants qu'on tue, on fabrique du savon. Et comme ça, tout un faisceau, tout un nuage de rumeurs. Mais les chambres à gaz, le tri des déportés à Auschwitz, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas connues dans le détail. Si on prend par exemple un cas qui m'a beaucoup intéressé et interrogé, c'est le cas dont j'ai fait moi-même le rapprochement de deux militantes communistes. Ce sont deux cas complètement différents.
Ce sont des militantes communistes, donc des militantes qui, par définition, lisaient cette presse qui dénonçait l'extermination à l'Est de tous les déportés de France. Ces deux femmes ont été arrêtées. Elles ont été internées à Drancy et on a leur dernière lettre, juste avant leur déportation. Et l'une comme l'autre écrivent la chose suivante. « Occupez-vous de mon enfant, faites en sorte que lorsque je reviendrai, il soit capable de me reconnaître. » Et donc, on se retrouve face... Mais là, je pense qu'il faudrait l'intervention d'un psychologue pour comprendre ce genre de choses. Ils étaient réticents dans leur tête, on sait, c'est comme par exemple avec une maladie aussi, les gens réagissent sans admettre que dans 6 mois, 1 an, ils ne seront plus là. C'est humain de réagir de cette façon. En janvier 1943, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est un massacre de masse qui est en cours et qui concerne l'ensemble des Juifs d'Europe. Savoir ou croire, quand l'ennemi et ses collaborateurs jouaient de la tromperie et du démenti? À qui pouvait-on faire confiance quand on était confronté à des informations extravagantes qu'aucune autorité fiable n'avait clairement confirmées publiquement? On connaît bien aujourd'hui le récit de Rudolf Werba, évadé du camp d'Auschwitz-Birkenau avec Alfred Wessler, et qui fut en partie révélé au public en juin 1944, après le débarquement en Normandie. Il témoignait de la réalité de l'extermination en masse des Juifs. Mais on connaît curieusement moins le témoignage, 1 an plus tôt, de 2 autres évadés qui seront confrontés à l'incrédulité en France, tant ce qu'ils racontaient paraissait invraisemblable. Les 2 évadés juifs polonais d'Auschwitz qui s'appellent Honig et Haim Salomon, lorsqu'ils arrivent à Nice en juillet et en septembre 1943, à 2 mois d'intervalle, racontent tous les 2 la même histoire et tous les 2 ont beaucoup de mal à se faire entendre et à se faire comprendre de leurs interlocuteurs juifs, qui sont pourtant des gens hautement conscients et militants dans la résistance. Ces informations ont été prises au sérieux, même s'il y avait une certaine résistance mentale chez les juifs eux-mêmes, y compris chez les résistants juifs, à admettre la véracité des détails. Jusqu'au printemps 1943, les convois de déportation se passent sans révolte. À partir du printemps 1943, il n'y a pas un convoi de déportation où il n'y a pas une tentative d'évasion. Et ça, c'est quand même d'une certaine manière révélateur, même si ça ne prouve rien. Mais bon, il y a un changement de comportement, parce qu'il y a de l'information qui circule. Comment expliquer que cette information qui nous semble si fondamentale ne fasse pas la une? Et la une plusieurs jours de suite. Il y a toujours cette peur d'abord d'être trompé, que l'information ne soit pas avérée. Et ça, ce sont les souvenirs de la Première Guerre mondiale, des rumeurs de guerre qui ont été propagées sur les atrocités allemandes, qui se sont avérées fausses. Donc ça reste dans l'esprit des journalistes. Et deuxièmement, il y a l'idée que finalement, ça n'intéresse pas les lecteurs. Les lecteurs eux-mêmes, une opinion publique qui a souvent des préjugés contre les Juifs. Le Juif étant vu comme un étranger. Je lis parfois des phrases comme « la presse en a parlé » ou « la presse n'en a pas parlé », sans se rendre compte que le terme même de presse appliqué à la France pendant la période de l'occupation ne veut pratiquement rien dire. Quelle presse? La presse censurée ou sous la botte de l'occupant ou sous la dictature de Vichy, ou alors la presse clandestine qui obéit à des critères très particuliers de taille, de distribution. Il y a 2 exceptions remarquables qui sont 2 journaux catholiques, ou dans l'un des 2 cas un journal chrétien, catholique et protestant. Le moins connu d'entre eux, c'est le petit journal La France continue, qui est publié en 1941 à Paris, en zone nord donc. Et puis on a en zone sud le journal Témoignage chrétien, qui lui démarre en novembre 1941. Témoignage chrétien est donc un journal de résistance spirituelle, comme on dit. Peu de gens lisaient la presse clandestine, bien entendu. Cela dit, beaucoup de gens écoutaient la BBC.
Et par exemple, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est lorsque, à la BBC en français, on voulait montrer que le peuple français était solidaire des Juifs persécutés, on le faisait en lisant des extraits de l'un des journaux du mouvement national contre le racisme, soit J'accuse, soit Fraternité, en montrant, regardez, le peuple français est solidaire des Juifs persécutés, alors qu'en réalité, derrière ces publications, il y avait des communistes juifs. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas d'autre journal pour montrer cette solidarité du peuple français. J'ai pu faire une note sur l'état de la politique allemande et des exterminations juives en Europe. Une étude qui a été envoyée en février 1944 à la délégation générale clandestine en France, d'une part, et à une vingtaine de journaux clandestins. Et au Conseil national de la résistance, bien entendu. Et cette note donnait des chiffres pays par pays et révélait de façon, je peux dire, autorisée, que 3 millions de Juifs étaient exterminés. Or, cette note n'a été reprise par aucun des journaux clandestins. Ni le Conseil de la résistance en France, ni à Londres le comité exécutif de propagande n'ont inscrit ce qu'on appelait donc le problème juif à leur ordre du jour en 1943 ou en 1944. Ce sont des choses tout à fait troublantes, bien entendu. Les personnes qui ont soit géré des biens juifs, soit habité des immeubles juifs en location, parce que les juifs n'étaient pas là, soit fait l'acquisition de biens juifs, considéraient que les personnes ne reviendraient pas. C'est quelque chose de vraiment frappant. Pichelonne, qui était, je crois, ministre de l'Industrie, a protesté contre le pillage des appartements des Juifs en parlant de ces biens français que sont les mobiliers juifs. Donc les biens étaient français. Il ne voulait pas qu'on les déporte en Allemagne. En revanche, on pouvait déporter les personnes sans protester. Le 12 novembre 1943, Ellenberg écrit dans son journal. Après le déjeuner, Madame Agache est arrivée comme une folle parce qu'elle venait d'apprendre que la jeune Madame Bokanowski, mise à l'hôpital Rothschild avec ses 2 bébés pendant que le mari était déporté à Drancy, avait été ramenée à Drancy. Elle a demandé à maman « Comment ? On déporte des enfants ?» Elle était affolée. Dire la douleur que j'ai ressentie en voyant qu'elle avait seulement compris maintenant, parce que c'était quelqu'un qu'elle connaissait. C'est impossible. Maman lui a répondu, sans doute envahie par le même flot passionné que moi, « Depuis 1 an que nous vous le disons, vous ne vouliez pas le croire. » En 1943-44, les Allemands déportent les familles entières, les gens peuvent prendre les bagages, il y a des porteurs de bagages qui accompagnent les gens au train, et les gens partent, comme ce sont des Juifs français en grande partie, ils partent beaucoup plus rassurés en 1944 que les Juifs qui partaient en 1942. Le pic de cette époque, c'est au moment où Moulin dit qu'il faut absolument faire quelque chose pour protéger les Juifs. Mais on ne savait pas quoi, il fallait en discuter sur le terrain, mais pour voir comment on pouvait les recueillir, les empêcher de partir. Mais ça, c'était pas très clair non plus. Vous savez. Non, parce qu'il faut vous dire que les grandes rafles de Paris, mais qu'est-ce qu'on faisait avec ces gens? C'était pas très clair, tout ça. Pendant, je crois que c'était 2 ou 3 soirées où l'on dînait, parce que
Je dînais pratiquement tous les soirs avec Jean Moulin parce qu'il y avait toujours des problèmes, etc. Et dîner avec Georges Bidault, qui était la personne qui s'occupait de toute l'information. Il y avait beaucoup d'informations directement du gouvernement de Vichy. Et alors je me souviens, donc cette dernière semaine de juillet, il y a eu 2 ou 3 soirées où ils n'ont parlé que du problème des Juifs. Et moi je trouvais que c'était la barbe, parce que j'étais là pour le travail, j'étais pas là pour les Juifs. Et donc, je ne comprenais pas qu'ils perdent leur temps dans quelque chose qui ne nous concernait pas, qui ne concernait pas la guerre. Vous voyez, parce que, on parlait d'armée des résistants, c'était très compliqué, etc. Mais qu'est-ce que faisaient les Juifs là-dedans? Bon. Ce qu'il y a de frappant dans l'activité de Sadowski, notamment la dernière année, juillet 43, août 44, c'est que la plupart de ses supérieurs ne sont pas des grands collaborateurs. Certains sont liés à la résistance. Et dans leur esprit, sachant que le service de Sadowski ne s'appelle pas la 3e section des RG pour rien. Les 2 premières, c'est les fameuses brigades spéciales des RG qui arrêtent les communistes et les terroristes. Dans l'esprit de ces supérieurs, ces inspecteurs principaux, qui sont souvent liés à la résistance, arrêter les Juifs, c'est faire du chiffre de manière assez facile, ce qui permet de pas trop se mouiller, de pas arrêter de résistants. Paraît étonnant. Dans aucun des mouvements de résistance, à l'exception d'une partie de la résistance juive, le sauvetage des Juifs n'a été une priorité. Mais très souvent, des résistants qui faisaient par exemple des faux papiers ont aussi fourni en faux papiers des Juifs menacés. Donc l'aide aux Juifs a été une conséquence ou un effet annexe de la résistance. Nous avons sauvé, nous, notre groupe, notre département, nous avons sauvé des aviateurs anglais-américains, puisque nous en avons récupéré 87, et nous avons sauvé des prisonniers russes. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des Juifs qui avaient des problèmes, faute de quoi on les aurait certainement soignés et essayé d'être sauvés comme nous avons fait pour les autres. Il y a, paraît-il, un train qui est passé venant de Chauny et qui a été annoncé trop tard. Et la résistance a été prévenue trop tard afin de préparer le matériel et de pouvoir faire sauter les voies et d'attaquer éventuellement le train. Ça a été trop tard, ça a été prévenu trop tard. On ne nous renseignait pas comme ça. Et on ne cherchait pas à en avoir non plus. Nous, on faisait notre travail de résistant. C'était déjà assez dangereux comme ça, sans vouloir être trop curieux et puis passer pour quelqu'un de trop intéressé. Il y a des gens qui ont posé la question, pourquoi que la résistance n'a pas saboté des trains de déportés? La question est facile à poser, mais la réponse, elle est difficile à fournir, parce que c'est pour faire un amas de cadavres de gens qui sont en déportation avant qu'ils soient arrivés là-bas, c'était pas quand même une solution. Parce qu'un déraillement s'il y avait 50 ou 60 wagons avec des déportés, vous faites un sabotage, vous faites dérailler le train, tous les wagons sont pêle-mêle dans le talus, je ne sais pas si ça aurait été bien apprécié. Et les résistants,
Ben, les gens ne pouvaient rien faire. Les résistants, il n'y avait personne, vous comprenez, pour faire sauter les rangs. Je vous parle en 1942. Le premier groupe de résistance dans ce coin, qui a dépendu d'Étienne Droma, et nous étions quand même 7 ou 8, pas plus. Ah oui, il ne faut pas croire que la résistance, c'est des gens qui sont arrivés à l'appel du général de Gaulle. Hein. Non, non, c'est pas ça du tout. Un groupe de résistance, ça a été une poignée d'hommes, 8 à 10 personnes. Ensuite, ça s'est développé. C'est vrai, il y en a eu d'autres qui sont venus. Il y a des gens qui ont fait des choses formidables. Mais à l'origine, il y avait pratiquement très peu de monde. En fin 42, début 43, les gens hésitaient encore entre ne rien faire, ne pas bouger et reconnaître Pétain. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la résistance est un grand mythe. Bon. Alors, plus on est allé vers la libération et plus il y avait éventuellement de résistants, mais il y en a eu beaucoup plus après la libération du territoire qu'avant. Ça, je peux vous l'affirmer. J'ai parlé à une douzaine d'anciens cheminots qui ont vécu cette période. Il n'y a pas vraiment de sentiment de culpabilité parce qu'ils n'ont jamais vu de train de déportation. Ils n'ont jamais conduit de train de déportation. Ils ne se sentent pas comme si c'était à eux d'avoir fait quelque chose. Ils n'étaient pas au courant. C'était une autre réalité. C'était une réalité qui ne faisait pas partie de leur vie. Et pour des raisons très simples. C'était géographiquement pas là où ils étaient. Enfin, plein de raisons. Et je pense que de devoir se dire que tout cheminot doit se sentir coupable parce qu'il n'a rien fait, c'est aller un peu loin. J'ai jamais vu de train de... Enfin, voilà, c'est ça la vie. Vous comprenez, c'est ça. Alors, d'autres vont vous dire, mais il y avait des trains qui venaient avec des juifs, plein de juifs qu'on mettait là. Ben oui, mais... Moi qui circulais beaucoup, qui était toute la journée dehors à circuler, malheureusement, j'ai rien vu, Moulin n'a rien vu. Non, mais parce que il faut essayer de remettre les événements dans la réalité. Et là, on est très loin des historiens, évidemment. Parce que si on avait imaginé ce que je pourrais vous raconter, qu'ils avaient vu un train de juifs avec des juifs, ben oui, ils n'en avaient pas vu. Et au fond, sauver les déportés, qu'ils soient juifs ou non juifs, ce n'est pas le principe. Ce n'est pas la raison principale de la résistance en France, en général. Des actes humanitaires, certes, et il y a vraiment la preuve de ça dans les archives pour les cheminots. Le 20 ou 21 août 1944, je m'en allais à pied. Et aussitôt sorti du village, il y a 2 jeunes personnes qui sont venues m'accoster, disons. Je me suis aperçu que j'avais affaire à 2 jeunes gens. Il y en a un qui était assez grand, l'autre plus petit. Il y en a un des 2 qui s'exprimait correctement en me disant simplement qu'ils venaient de s'évader d'un train qui les emmenait en Allemagne, qu'ils étaient une 50aine dans le wagon et qu'ils s'étaient évadés à plusieurs et qu'ils ne savaient pas où aller. Ils m'ont dit qu'ils étaient résistants. Ils m'ont pas dit qu'ils étaient juifs. Et mon devoir, c'était, en tant que résistant moi-même, c'était de faire tout mon possible pour les mettre à l'abri. Si j'allais revoir Jean Friedman et puis Ernest Appenzeller, où ils étaient cachés dans la ferme, je n'allais pas leur dire « Où cachez-vous, ils étaient juifs ?» Je n'allais pas leur dire ça, non. Pour moi, c'était 2 jeunes gens comme moi. Ah, il n'y a pas de différence entre un jeune juif et puis un jeune français. Apparemment, ils ne sont pas noirs.
Beaucoup de juifs étaient dans la résistance armée. La plupart de ceux qui commettaient les attentats étaient des jeunes juifs qui allaient de l'avant, les FTP-MOI, l'organisation secrète, etc. C'était des jeunes juifs qui allaient de l'avant, mais ils accomplissaient les consignes du Parti communiste. Or, les consignes du Parti communiste, ça n'a pas été de tuer Dannecker, de tuer Röttke, de tuer les gens du service anti-juif de la Gestapo qui allaient dans Paris sans protection. C'est pas tout blanc, tout noir. Le sauvetage de juifs, c'est une affaire très compliquée qui demande un grand nombre, diplomatie, rapports personnels, individuels, etc. Et qui est vraiment clair quand on regarde les cas des directeurs de la SNCF juifs. Il y a plus de 400 000 personnes qui travaillent à la SNCF, à tout niveau hiérarchique. Il y a 126 dossiers de juifs travaillant à la SNCF. Et la plupart de ces juifs vont faire partie des échelons supérieurs de la SNCF. Il y a des juifs qui sont restés en fonction entre 40 et 44. Il y a d'autres cas de grands ingénieurs à la SNCF qui ont été bougés en zone libre et d'autres qui vont aller en Afrique du Nord pour travailler à la SNCF. Et puis après la guerre, après la libération, vont revenir en France et continuer leur travail à la SNCF. Non, c'est une période extrêmement troublée qui est difficile à comprendre, difficile à expliquer. Et c'est la période de la grande trouille, où chacun cherche à sauver sa peau par tous les moyens, et ce qui peut arriver aux autres, c'est pas. Il arriva un jour du mois d'août dans ce Paris fiévreux, à peine sorti des barricades, qui s'arrêtait de compter ses morts pour lui crier sa ferveur. Mais derrière les cris et les vivats, en descendant les Champs-Élysées, enivré du plus beau soleil de l'année, le général de Gaulle évoquait la grande pitié du royaume de France. Il percevait ces ruines qu'il avait traversées, ce deuil infini des villages désormais sans nom, des pierres désormais inhumaines, des terres désormais interdites. 4000 kilomètres de voies manquantes, 115 gares importantes détruites sur 322, 11 000 machines, 400 000 wagons disparus ou blessés. Pendant les mois d'avril et de mai 1945, les spectateurs français découvrent dans les actualités françaises les premières images de la libération des camps tournées par les Alliés occidentaux. Mais le commentaire qui accompagne ces images à aucun moment n'évoque explicitement le sort des Juifs. Ce qui domine totalement dans le discours des actualités de l'immédiate après-guerre, c'est la figure hégémonique du déporté patriote résistant. Les déportés reviennent, eux aussi. Ces Français, parce qu'ils ont été les premiers résistants, parce qu'ils ont dit non à l'occupant, parce qu'ils ont maintenu la France, ont été jetés dans des camps qui étaient des bagnes, dans des bagnes qui étaient déjà des cimetières. Revêtus encore de leur livret de forçat, ils retrouvent la vie dans une France libre pour laquelle ils ont sacrifié leur propre liberté. Il y a une confusion, par exemple, totale sur la nature des camps. On parle des camps de déportation ou les camps d'extermination de façon univoque, sans réaliser qu'il y a vraiment deux familles de camps. À partir de 1944-1945, le cinéma va proposer aux Français ce mythe salvateur, cette image héroïque, et enfouir totalement le destin des persécutés, le destin des Juifs exterminés. Et on peut imaginer que dans l'esprit des spectateurs, les choses sont beaucoup plus complexes. Qu'est-ce qui se joue entre cette espèce de miroir qui leur est tendu et puis les souvenirs intimes de tout ce qu'ils ont vécu pendant la période de l'occupation, les interrogations qu'ils peuvent avoir sur le destin de ceux qui ont disparu, de tous ceux qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Comment est-ce qu'ils commercent avec ce cinéma-là ? On a du mal à imaginer que du jour au lendemain, tout est effacé par la grâce du cinéma.
Donc il y a quelque chose qui se joue là. C'est le silence de la guerre qui s'est poursuivi dans l'après-guerre. C'est le silence de la guerre qui pose problème, qui pose question, qui interroge. Avec le retour de la paix, les tabous se sont installés et les rescapés juifs sont devenus embarrassants. Un profond malaise s'est durablement glissé dans les souvenirs et les consciences, et l'oubli s'est retrouvé au cœur même du film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, qui révéla pourtant en 1955 au public français la réalité des camps nazis sans qu'une seule fois le mot juif ne soit prononcé. Nuit et brouillard, à l'origine, est une commande qui est passée à Resnais d'un film sur le système concentrationnaire. Et progressivement, dans toute la jeunesse complexe de la fabrication de son film, Resnais va faire entrer cet événement qui ne faisait pas l'objet de la commande, qui est l'extermination des Juifs. En effet, toute une série d'images se rapportent aux camps de concentration, mais d'autres renvoient à la persécution et à la déportation des Juifs. En ce sens, il modifie le projet initial, puisqu'il ne montre pas l'embarquement des résistants, mais l'embarquement des Juifs et des Tziganes vers ce lieu qu'est Auschwitz. Ces images sont en quelque sorte muettes, puisque le commentaire de Jean Quérol ne les évoque pas explicitement. Dans l'écriture du commentaire par Jean Quérol, cette allusion explicite à la solution dite finale disparaît. Alors on peut s'interroger sur les raisons de cette disparition. La première, bien évidemment, c'est que Jean Quérol rend compte de sa propre expérience, celui d'un déporté résistant. Il fut interné à Mauthausen, mais également, sans doute, parce que Jean Quérol vise dans son commentaire l'universalisme et l'universalité du propos. Jean Quérol et Alain Resnais se sont accordés sur l'idée de faire de Nuit et brouillard un dispositif d'alerte. Il s'agit en effet pour eux, non pas de réaliser un film qui soit une espèce de monument aux morts, complètement clos sur le passé, mais bien au contraire d'inviter, et toute la forme du film est une invitation à réfléchir à ce qui se passe dans le temps présent. C'est essentiellement la guerre d'Algérie. Quand on dit que c'était absolument inimaginable, c'était absolument inimaginable. Donc c'est un peu facile avec notre confort, après 40 ans d'obsession, notre connaissance, nos lectures, les documentaires, les films, la fiction, de prendre une position confortable en disant nous avons cette conscience, vous ne l'avez pas eue. Mais pour la génération des années 40 et 50, et c'est pas un jugement, c'était tellement inconcevable qu'il a fallu énormément de temps pour le concevoir. 6 millions de morts juifs, c'est énorme, bien entendu, mais il faut le mettre en rapport avec le nombre de victimes de toute la guerre. Hein. Étant donné notre vision actuellement et de l'importance de la question juive, l'importance que nous lui accordons, ça peut paraître terrible de dire que ce n'est qu'une partie qu'il faut relativiser. Et c'est ce que font en fait les contemporains de la libération. Cette obsession avec la Shoah est une mauvaise conscience de ce que l'Europe a laissé faire. Moi, je crois pas. Je crois pas. Je crois plutôt qu'on a envie d'être juif. Il y a une identification avec la victime tellement ultime.
Thank you.